Zankichi est un perdant à l'allure de délinquant contraint de rejoindre le conseil des élèves quand son amie d'enfance, très séduisante, a remporté les élections. Plus tard, un garçon Amo et une fille croqueuse de diamants ont aussi intégré le conseil et ensemble, ils ont commencé à résoudre tous les problèmes étranges des étudiants jusqu'au jour où ils ont découvert les sombres activités qui se tramaient dans l'ombre. Madoka remporte enfin l'élection et commence à offrir son aide dans tous les domaines de la vie, y compris les affaires familiales, les charges de travail stressantes ou les préoccupations personnelles. Tout ce que les étudiants ont à faire, c'est d'utiliser la boîte à suggestions pour déposer leurs problèmes anonymement, tout simplement. Plus tard en classe, Zenkichi et Hansod discutent de la façon dont Madoka a réussi à gagner l'élection, avec 98% des voix en sa faveur. Néanmoins, Zenkichi n'a absolument aucune intention de rejoindre le conseil des élèves et de laisser son ami d'enfance lui donner des ordres, non. Malheureusement, Madoka finit par tout entendre et traîne Zenkichi de force au bureau du conseil des élèves. Une fois là-bas, Zenkichi commence à expliquer toutes les raisons pour lesquelles il ne veut absolument pas rejoindre le conseil, vous savez. Cependant, Madoka finit par se déshabiller devant lui et fait savoir à Zenkichi qu'elle le veut absolument à ses côtés et qu'elle ne se soucie pas du tout d'avoir besoin de son aide. Plus tard, il vérifie la boîte à suggestions et trouve une plainte concernant des délinquants qui traînent dans le dojo de l'école comme d'habitude. Sans perdre une seule seconde, ils rendent tous deux visite au dojo et tombent sur tous les délinquants. Elle commence à les confronter, ce qui a pour résultat que tous les délinquants sont prêts à la combattre, vraiment. Ces mouvements incroyablement rapides font croire au gang wannabe Tokyo Manji que Madoka s'est répliqué, c'est fou. Une fois qu'elle remarque le mauvais état du dojo, Madoka commence à sermonner les délinquants et leur fait savoir qu'elle va les remettre en forme, c'est certain. Madoka les rassure en outre en leur disant qu'elle essaiera de résoudre tous les problèmes qui les ont égarés, absolument tout. Cela dit, la première tâche que les délinquants reçoivent est de faire 1000 pompes. Le lendemain, il rend visite au dojo où Madoka est déjà présente et a tout nettoyé, vraiment. Zenkichi se moque d'elle pour travailler si dur, lui disant que les délinquants ne se montreront jamais car ces gars sont de parfaits inconnus, vous savez. Cependant, Madoka soutient qu'elle est née pour aider les étrangers et ne se sent en paix que lorsqu'elle aide les autres, c'est sa nature. Peu après, Zenkichi s'agace et sort du dojo, juste pour trouver tous les délinquants présents, en train de manger du gâteau. Leur objectif actuel est de ne pas laisser Madoka les battre comme hier, et ils sont vraiment déterminés à travailler dur pour y parvenir. Pendant ce temps, Zenkichi rentre chez lui quand la personne qui a déposé la plainte frappe Zenkichi à la tête avec une épée en bois sans prévenir. Ensuite, il entre dans le dojo et bat tous les délinquants un par un. Il se présente comme Abitaki et son objectif est d'avoir le dojo pour lui tout seul. Mais il doit prendre les choses en main étant donné que Madoka n'a pas effrayé les délinquants, pas du tout. Étonnamment, les effets de Madoka commencent à agir sur les délinquants et tous se lèvent en un par un, c'est incroyable. Juste au moment où Abitaki est sur le point de les attaquer, Zenkichi arrive et lui assène un coup de poing en plein visage. Après s'être humilié devant tous les délinquants, Abitaki rentre chez lui quand il tombe sur Madoka, surprise de voir à quel point Zenkichi a encore plus abîmé le visage déjà laid d'Abitaki. Cela lui fait réaliser que Zenkichi est le seul à se soucier d'elle, ce qu'elle apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Cependant, la raison pour laquelle Madoka est venue rencontrer Abitaki est à cause de la plainte qu'elle a reçue concernant sa personnalité désagréable. Vraiment, elle s'assure de corriger sa personnalité et la leçon commence sans tarder. Cela a étonnamment pour résultat qu'Abitaki rejoint le dojo et s'entraîne avec tout le monde, c'est inattendu. Au final, Zenkichi accepte enfin de rejoindre le conseil des élèves et Madoka lui fait un gros câlin pour montrer toute son appréciation. Cela fait une semaine que Zenkichi fait partie du conseil des élèves, mais il déteste toujours l'uniforme noir et veut porter le blanc normal, vous savez. Heureusement, Madoka lui conseille de porter la veste de sport sous sa veste, ce qui lui semble être une idée vraiment géniale, un truc de fou. Peu après, une étudiante nommée Ariake visite la salle du conseil des élèves et se plaint de quelqu'un qui a abîmé ses chaussures de course car elle a été sélectionnée pour sprinter lors de la prochaine compétition d'athlétisme. Erieg commence à pleurer après avoir réalisé que toutes les troisièmes années jalouses sont les coupables et que sa performance pourrait baisser à cause de cet incident, c'est terrible. Madoka la rassure et promet de trouver le coupable dès que possible, sans faute. Après son départ, Madoka dit à Zenkichi que le coupable est dans la même équipe qu'Erieg. Zenkichi est surpris de voir à quel point Madoka a bien déduit le coupable et ils partent la confronter sans hésiter. Zenkichi demande de l'aide à Hansod et elle parvient à trouver Asagi qui est très probablement la coupable, en effet. Sans perdre une autre seconde, Madoka rend visite à Asagi et lui demande directement si elle est la coupable. Asagi panique et commence à s'enfuir, mais Madoka parvient à la rattraper, bien sûr. Asagi dit à Madoka qu'elle ne sait rien de l'incident, mais finit par avouer accidentellement ses crimes sans le vouloir. Au lieu de la réprimander, Madoka choisit de croire qu'elle n'est pas la coupable et s'en va en louant son travail acharné, c'est étonnant. Simultanément, Zenkichi arrive et informe Asagi que même si Madoka s'est doutée des autres, elle choisit plutôt de leur faire confiance, toujours. Le lendemain, Ariake rend une autre visite au conseil des élèves et informe Zenkichi que ses vieilles chaussures ont été remplacées par des neuves, accompagnées d'une note d'excuse. Le lendemain, Zenkichi informe Madoka de toutes les demandes qu'ils ont reçues et elle laisse Zenkichi s'occuper de celles concernant la recherche du chiot, bien sûr. Peu après, il part localiser le chiot avec Hansod mais réalise vite que ce n'est pas un chiot mais un gros chien qui peut le déchirer en morceaux, littéralement. Hansod décide d'aider Zenkichi en lui donnant des saucisses.
pour qu'il puisse faire semblant que ses entrailles se répandent, ce qui ferait pitié au chien, espérons-le. Il décide de suivre ce plan et de courir vers le chien seulement pour échouer lamentablement, bien sûr. Il informe Madoka de l'échec mais ne veut toujours pas abandonner, pas du tout. Il décide de trouver un autre plan avec Hansod, ce qui finit par rendre Madoka jalouse et elle décide de l'aider aussi, évidemment. Plus tard ce jour-là, Madoka porte un costume de chien d'apparence bizarre et prévoit d'utiliser ses charmes sur le chiot, le grand chien en fait. Cependant, dès qu'elle s'approche du chien, il commence à être terrifié à chaque mot qu'elle prononce et finit par s'enfuir d'elle complètement. Zenkichi fait savoir à Hansod que tous les animaux ont peur de Madoka, quelle que soit la bête, vraiment. Ils ont réussi à réunir le chien avec son propriétaire, mais Madoka est entrée dans une phase de dépression, considérant qu'elle aime les animaux, mais que tous sont terrifiés par elle. C'est triste. Zenkichi a établi une règle selon laquelle il doit transpirer au moins 5 litres chaque jour et a visité tous les clubs nasso sportifs pour y parvenir. C'est son objectif. Il déjeune avec Abitaki et Hansod quand un étudiant plus âgé nommé Kanoya arrive et emmène Zenkichi pour avoir une conversation privée, loin des regards. Après leur départ, Hansod informe Abitaki que Kanoya se présentait également au conseil des élèves et que le goût de la défaite a dû le faire haïr Madoka, c'est certain. Pendant ce temps, il emmène Zenkichi sur le toit et l'informe de son équipe et de la façon dont il recrute des membres activement. Il propose d'aider Zenkichi à sortir des griffes de Madoka, car Kanoya veut également destituer Madoka de la présidence du conseil des élèves de force. Plus tard, Zenkichi en informe Madoka, bien sûr. Cependant, cela ne l'affecte pas car elle essaie toujours d'aimer tout le monde également, et cela inclut aussi les ennemis qui essaient de lui nuire, même eux. D'autre part, Kanoya prévoit de battre Madoka et de la destituer de son poste de présidente, coûte que coûte. Pour que cela se produise, il rassemble tous ses alliés qui ont étonnamment apporté une tonne d'armes pour combattre une fille, disons, spéciale comme Madoka. Peu après, Zenkichi arrive à leur rassemblement et fait savoir à Kanoya qu'il veut devenir quelqu'un qui peut protéger Madoka au lieu de lui faire du mal, c'est son but. Kanoya devient furieux et essaie d'attaquer Zenkichi, seulement pour se faire dominer par le chien de garde de Madoka sans pitié. Plus tard ce jour-là, Zenkichi visite la salle du conseil des élèves et est témoin de Madoka dans ses manigances. Encore une fois, elle informe Zenkichi que Nakomi du club de judo a soumis une demande pour les aider à trouver le prochain capitaine de leur équipe, un vrai défi. Ensuite, tous deux rendent visite au club de judo et sont accueillis par nul autre que Nakomi, bien sûr. Peu après, Hakyun fait son apparition et s'agenouille devant Madoka, disant qu'il n'a pas honte de se soumettre à une fille aussi sexy, vraiment pas. Pour l'instant, elle choisit Hakyun comme candidat pour le rôle de capitaine et lui demande de rattraper le temps perdu avec Zenkichi, car cela fait un bon moment. Cependant, les deux commencent à se battre dès qu'ils se rencontrent, sans attendre. Zenkichi révèle que tous les deux, y compris Madoka, sont allés au même collège, c'est une longue histoire. Il était fou amoureux de Madoka mais détestait Zenkichi, vraiment. Pendant ce temps, Madoka décide d'évaluer les compétences de tous les membres du club de judo et veut les combattre un par un sans exception. Le premier prétendant nommé Junin arrive et court vers Madoka, planifiant de toucher accidentellement ses talents pendant le combat, bien sûr. Elle le bat sans faute et continue à combattre les autres membres. Pendant qu'Hakyun s'extasie sur Madoka, Nakomi va parler à Zenkichi et ils discutent de la façon dont faire ces choses de surnaturel semblait normal à quelqu'un comme Madoka, c'est fou. Elle loue également le perturbateur de club Zenkichi pour avoir tenu tête à un monstre comme ça, c'est impressionnant. Il répond que tout ce que Madoka fait, c'est le traîner partout et qu'il n'a pas d'autre choix que d'écouter ses exigences. Vraiment, cela pousse le mauvais garçon à proposer de prendre sa place et à commenter qu'un insecte comme Zenkichi n'est pas fait pour se tenir aux côtés de Madoka, pas du tout. Les deux commencent à se battre une fois de plus, ce qui donne à Nakomi une idée intéressante, une idée géniale même. Elle veut qu'ils aient un combat de judo et demande à Zenkichi d'échanger les rôles avec Akuna s'il parvient à gagner le combat, bien sûr. Apparemment, c'était son plan depuis le début et la raison pour laquelle elle a demandé le soutien du conseil des élèves, en fait. Le match entre les deux est sur le point de commencer. Hakyun sera considéré comme le vainqueur s'il parvient à obtenir 10 points, tandis que Zenkichi peut gagner le match même s'il parvient à marquer un seul point, c'est tout. Madoka dit à Zenkichi qu'il n'a pas le droit de s'enfuir quoi qu'il arrive, et cela dit, la bataille entre les deux commence enfin. Cependant, Hakyun le projette facilement au sol, sans transpirer, sans effort. Pendant que Zenkichi est absolument détruit, Nakomi fait savoir à Madoka sa haine envers les génies et comment le travail acharné gagne toujours à la fin, c'est sa conviction. Cependant, selon Madoka, il n'existe pas de prodige, pas vraiment. D'autre part, Akune a déjà obtenu un total de 9 points, c'est impressionnant, les autres membres du club sont surpris de voir comment un perdant comme Zenkichi a fait 9 rounds contre Akune sans enfreindre une seule règle, c'est incroyable. En même temps, Akune complimente également Zenkichi pour s'être battu même s'il n'a aucune chance de gagner, c'est courageux. Juste au moment où Akune est sur le point de mettre fin au combat, Madoka débloque son côté Riz et fait savoir à Zenkichi qu'il n'a pas le droit de perdre et ce serait difficile pour elle s'il devait la quitter. Vraiment, le pouvoir de l'amitié fait que Zenkichi retrouve sa détermination et il parvient enfin à vaincre Akune avec un plaquage à 2 jambes, c'est incroyable. Madoka utilise ce combat comme exemple et fait savoir à Nakomi qu'il n'y a pas de différence entre un prodige et un humain normal, car chaque personne fait de son mieux pour survivre, chaque jour. Le lendemain, Zenkichi raconte toute l'histoire à Hansod, y compris comment Junin a fini par devenir le capitaine, car il était le seul assez courageux pour défier Madoka, vraiment. Plus tard, il se dirige vers la salle du conseil des élèves et tombe sur un homme qui se muscle devant le miroir avec fierté. Oh, on y va encore, c'est reparti.
Il s'avère que Nakomi l'a viré du club de judo après avoir choisi un nouveau capitaine et l'a motivé à courir. Après la fille de ses rêves, c'est ça. Il a fini par devenir le secrétaire et maintenant le conseil des élèves a un total de 3 membres, c'est bien. Plus tard ce jour-là, une fille nommée Yatsushiro visite le conseil des élèves et demande l'aide du conseil pour écrire une lettre importante. Même si Madoka était la plus apte à écrire la lettre, elle demande à Akun de le faire à la place, considérant que ce sera sa toute première tâche en tant que nouveau membre. Plus tard, Yatsushiro fait savoir à Akun qu'elle veut écrire une lettre d'amour et il promet d'écrire quelque chose qui gagnera le cœur de n'importe quel homme, c'est sûr. Une fois qu'Akun a fini d'écrire la lettre, il la donne à Madoka pour trouver d'éventuelles erreurs, mais elle ne semble pas du tout impressionnée par son travail. Madoka souligne que l'objectif principal de Yatsushiro est de s'assurer que ses sentiments atteignent l'homme qu'elle aime et que cela ne signifiera rien si Akune est celui qui écrit la lettre seul, vraiment. Après avoir réalisé que Madoka est déçue d'Akun, il essaie de prendre une autre voie et dit à Yatsushiro qu'elle doit pratiquer et écrire la lettre d'amour elle-même, c'est essentiel. Il passe une semaine entière forçant Yatsushiro à pratiquer et elle réussit finalement à donner la lettre d'amour au garçon, c'est une victoire. Cette fois, Madoka est vraiment impressionnée par le travail d'Akun et lui tapote la tête, ce qui le fait pleurer de joie. Les deux garçons inutiles sont fatigués après s'être occupés de la paperasse du conseil des élèves, c'est épuisant. Cependant, Madoka est toujours en pleine forme, même si elle a travaillé 10 fois plus que les deux autres perdants, c'est incroyable. Apparemment, ils sont submergés par le nombre de clubs demandant une augmentation du budget du club sans cesse. L'école a un grand nombre de clubs et ils n'obtiendront que des miettes si les fonds sont distribués équitablement, c'est un fait. De plus, Madoka a déjà gagné un concours de mathématiques et a reçu 1 tonne d'argent, une somme énorme. Elle prévoit de l'utiliser pour aider les clubs, mais Zenkichi parvient à l'arrêter juste à temps. Plus tard, Akune propose un plan brillant pour organiser une compétition entre les clubs et le club gagnant recevra tous les fonds supplémentaires, c'est une bonne idée. Zenkichi suggère d'utiliser la piscine de l'école pour organiser l'événement, c'est parfait. De plus, afin de ne donner aucun avantage au club de natation, il prévoit d'organiser des événements qui incluront des activités sous-marines au lieu de la bonne vieille course de natation, c'est ingénieux. Cependant, Hansod explique que même une bataille sous-marine ne sera pas juste compte tenu des 3 étudiants spéciaux de l'équipe qui sont de vrais accapareurs d'argent, de vrais pros. Ce sont de vrais démons quand il s'agit de nager et ils nagent même pour d'autres écoles pour le bon prix, c'est dire. Finalement, c'est le jour de l'événement et tous les clubs sont rassemblés près de la piscine. Ensuite, Madoka prononce un discours et informe chaque club qu'ils devront gagner leur gain par eux-mêmes. De plus, Zenkichi explique qu'il y aura un total de 4 défis et l'équipe avec le plus de points à la fin gagnera toute la bataille, c'est clair. De plus, seuls 3 membres de chaque club participeront et les garçons seront forcés de porter des dispositifs de flottaison qui serviront de handicap, bien sûr. Madoka inclut également le fait que le conseil des élèves participera aussi et quiconque parviendra à marquer plus de points que le conseil des élèves sera autorisé à tripler son budget, c'est une belle offre. Cela dit, la première bataille commence qui est le panier de balles sous-marin en avant. Pendant ce temps, le club de natation ne semble pas du tout inquiet et est confiant en ses compétences, c'est évident. Hanzo et Tanzaku sont les commentateurs de ce match et ils expliquent qu'il y aura 20 balles par équipe sous l'eau et chaque équipe doit remplir ses paniers avec ses balles après les avoir récupérées, c'est la règle. Finalement, la bataille commence et les filles semblent avoir des difficultés, même sans gonflable, étant donné la profondeur de la piscine, c'est un défi. Peu après, Nakomi remarque Akunin et Zenkichi se détendre au bord de la piscine, car selon eux, Madoka sera plus que suffisante pour qu'ils gagnent cette bataille sans problème. Elle parvient à ramasser toutes les balles et les jette dans le panier en un seul coup, c'est impressionnant. Tout cela grâce à ses grands talents qui ont permis à Madoka de se rester sous l'eau aussi longtemps, vraiment. Après un certain temps, le temps s'écoule enfin et la plupart des clubs sont à égalité à la fin, c'est serré. Cependant, Madoka ne semble toujours pas confiante car selon elle, l'équipe de natation a pu terminer cette tâche avant tout le monde, y compris la puissante Madoka, c'est un fait. Ensuite, elle décide de les confronter et leur demande la raison pour laquelle ils n'ont pas inhalé d'air avant de plonger sous l'eau, c'est étrange. Il s'avère que cela pourrait être mortel, mais l'équipe de natation ne se souciait pas de leur vie tant qu'ils recevaient l'argent, c'est fou. Ensuite, c'est le deuxième événement qui est la course sous-marine à 3 jambes. Pour cette course, Madoka ne participe pas et laisse les deux autres participer car ce ne serait pas une bataille d'équipe si elle faisait tout toute seule, n'est-ce pas ? Avant le début de la course, Zenkichi et Akune élaborent un plan brillant pour montrer leur travail d'équipe aux autres concurrents, c'est une stratégie. Cependant, dès que la course a commencé, ils ont tous deux commencé à se faire concurrence et même pendant leur combat, ils étaient incroyablement rapides, vraiment. D'autre part, l'équipe de natation décide enfin de prendre les choses au sérieux et leur travail d'équipe ainsi que leurs mouvements parfaitement synchronisés en font un concurrent très dangereux, c'est clair. Au final, l'équipe de natation prend la première place tandis que le conseil des élèves arrive en 3e position malheureusement. Le 3e événement est la pêche à l'anguille et cette fois c'est Madoka qui participe, bien sûr. Comme prévu, toutes les anguilles ont peur d'elle, ce qui fait que le conseil des élèves obtient 0 points dans cet événement. C'est dommage. Avant l'événement final, l'équipe de natation se lance dans une discussion animée avec le conseil des élèves, mais est vite surprise par Madoka qui commence ses discours motivants comme toujours. Étonnamment, l'équipe de natation n'est pas affectée et défie Madoka de faire de son mieux à la place. C'est inattendu. Finalement, le dernier événement est la bataille de cavalerie sous-marine. Les bandeaux des équipes avec plus de points vaudront plus que les équipes qui sont en bas du classement, c'est la règle.
Après avoir évalué les règles, l'équipe de natation réalise que les managers veulent qu'ils combattent l'équipe de niveau supérieur, mais ils décident finalement d'y aller doucement et de ne pas suivre le scénario que les managers ont établi. C'est leur choix. Madoka arrive de nulle part et se moque de l'équipe de natation pour avoir peur de l'affronter, bien sûr. Cette déclaration rend Magana de l'équipe de natation furieuse et elle est prête à abattre Madoka coûte que coûte. Dès que l'événement commence, l'équipe de natation et le conseil des élèves commencent à se battre. Pendant leur combat, Magana fait savoir à Madoka que leurs 3 familles et leurs vies ont été ruinées par le manque d'argent, la raison principale de leur obsession à en acquérir le plus possible. Malheureusement, les 2 faibles de l'équipe du conseil des élèves sont incapables de soutenir Madoka et elle finit par tomber, c'est un coup dur. Heureusement, ils parviennent à jeter leur flotteur dans la piscine et Madoka réussit à se tenir dessus, la sauvant ainsi de la disqualification. Ensuite, elle saute et atterrit sur Magana, lui faisant savoir que l'argent peut être gagné n'importe quand mais que rien n'est plus important que sa vie, absolument rien. Elle saute avec Magana et commence à l'embrasser en plein air, faisant paniquer tout le monde, c'est fou. Cela rapporte au conseil des élèves un total de 16 points et ils sont de retour en tête du classement, c'est une belle remontée. Une fois l'événement terminé, Madoka conseille aux membres de l'équipe de natation de vivre pour l'argent au lieu de jeter leur vie pour cela, c'est un conseil précieux. Plus tard, Magana fait la chose la plus cliché et demande à l'équipe de natation s'ils l'aiment plus que l'argent et ils sont d'accord, bien sûr. L'événement se termine et de manière inattendue, l'équipe de judo arrive en tête au lieu du conseil des élèves. C'est surprenant. Pendant que le conseil des élèves était hors match, l'équipe de judo a réussi à prendre les bandeaux de toutes les équipes restantes et a obtenu la première position, une vraie stratégie. Cela dit, l'équipe de judo prend congé avec le budget de club triplé qu'ils ont acquis. C'est une belle victoire. Le lendemain, Madoka présente un nouveau membre qu'elle a embauché pour le conseil des élèves. Par coïncidence, c'est Magana et elle prendra le poste de trésorière. C'est officiel. Zenkichi entre dans la salle du conseil des élèves et tombe sur Magana qui est en train de changer de vêtements. C'est gênant. Cela a pour résultat qu'elle demande de l'argent à Zenkichi car il avait posé les yeux sur ses atouts, pas si attrayants, selon elle. Plus tard, les 2 sont les seuls dans la salle du conseil des élèves et l'atmosphère est devenue calme et gênante, vraiment. Tous 2 essaient d'engager la conversation en complimentant le temps, tandis que Zenkichi loue les atouts de Magana avec insistance. Heureusement, Hansod arrive et parvient à briser l'atmosphère pesante. Elle révèle ensuite la photo de Magana embrassant Madoka, ce qui la fait paniquer de gêne. Néanmoins, Zenkichi la sauve des manigances d'Hansod et révèle à Magana que Madoka embrassait tout le monde enfant. Elle a cependant appris à se contrôler et son affection débordante est devenue son atout. De plus, tout comme Magana voit l'équipe de natation comme sa famille, Madoka considère le monde entier comme la sienne et veut protéger chacun. Pendant leur discussion, Magana remarque qu'elle parle naturellement, sans aucune gêne. Elle décide de saisir cette opportunité, devient l'amie de Zenkichi et choisit de suivre les mêmes pas que Madoka. Sans hésiter une seconde, Magana informe Sankichi qu'elle l'aime et veut l'embrasser. Peu après, Akun et Madoka entrent au conseil, trouvant Sankichi luttant pour empêcher Magana de l'embrasser sur son visage. Plus tard, Yubaru du club d'art arrive et demande à Madoka d'être son modèle pour sa prochaine œuvre. Elle accepte, étonnée, et enfile son maillot pour débuter sa carrière de modèle. Cependant, malgré ses efforts, Yubaru ne parvient pas à dessiner Madoka comme une œuvre qui doit surpasser l'original pour être de l'art. Malheureusement, les compétences de Yubaru ne sont pas à la hauteur de la beauté de Madoka, l'empêchant de créer l'art rêvé. Sans autre option, Zenkichi demande l'aide d'Asaga qui accepte après quelques flatteries. De manière inattendue, Mahakun voulait aussi aider et amène Nakomi comme modèle. Ils se disputent par mois pour savoir qui a le meilleur modèle, mais sont interrompus quand Yubaru promet aux filles un chef-d'œuvre. Néanmoins, cela est aussi loin de la vérité et il échoue encore à créer de l'art. Yubaru demande alors à Magana d'être son modèle. Elle refuse d'abord, mais accepte quand l'argent est mentionné. Cependant, il la rejette aussi. Sans autre option, Madoka demande aux 2 garçons d'être modèles, mais leur corps maigre n'aide pas Yubaru. Alors que tous discutent du prochain modèle, Hanseot arrive au conseil et Yubaru réalise que c'est elle qu'il cherchait. Son visage innocent et ses membres peu développés sont tout ce qu'il lui faut pour créer le chef-d'œuvre rêvé. Finalement, il dessine l'œuvre de ses rêves et la soumet au concours. Il réalise aussi un portrait de tous ceux qui l'ont aidé en guise de remerciement. Harigang du comité disciplinaire réprimande des délinquants mal habillés. Ceci désigne le conseil des étudiants, bien pire qu'eux. Elle se rend alors à la salle du conseil et leur dit ses 4 vérités. Après avoir confronté Zenkichi pour sa veste de sport et Akun pour ses muscles, elle se tourne vers Magana. Bien que son uniforme semble parfait, Harugan révèle le maillot de bain scolaire qu'elle porte en dessous. Ceci dit, elle les force tous 3 à arranger leur uniforme et s'en prend à Madoka pour qu'elle corrige sa tenue trop révélatrice.
Après une dispute, Harugan abandonne pour l'instant et quitte la salle du conseil, frustré. Peu après, Zenkichi la rattrape et demande à Origan de ne pas être si strict avec Madoka. Et lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour l'école, toutes ses contributions. Cela fait penser à Harugan, à la boîte à suggestions, et une idée maléfique germe dans son esprit. Plus tard ce jour-là, elle emmène Madoka à la piscine sale de l'école et ment, prétendant qu'une personne anonyme souhaite qu'elle retrouve un objet perdu, tombé au fond de la piscine. Le plan d'Origan est d'échanger l'uniforme de Madoka contre un normal au moment où elle mettra son maillot de bain. À sa grande surprise, Madoka décide de sauter dans la piscine sans se changer et fait savoir à Origan que les vêtements pourraient être abîmés, mais retrouver l'objet perdu est bien plus important que ces petites futilités. Cette déclaration finit par toucher le cœur d'Origan et elle saute aussi dans la piscine, faisant semblant d'avoir trouvé l'objet pour ne pas éveiller les soupçons de Madoka. Une fois sortie, Madoka révèle qu'elle a 7 uniformes de rechange. C'est pourquoi elle ne s'en souciait pas avant de sauter dans la piscine. Cependant, on ne peut pas en dire autant d'Harugan car elle emprunte l'uniforme de Madoka et finit par devenir la risée de tous les autres enfants. Plus tard ce jour-là, Zenkichi et Hansod marchent dans le couloir de l'école quand Harugan tente de l'empêcher de manger en classe. Ils révèlent tous deux sa photo embarrassante et la traitent de bizarre, de cinglée. Elle essaie de menotter Hansod pour avoir enfreint les règles, mais celle-ci s'enfuit après avoir poussé Zenkichi vers Harugan, ce qui a pour conséquence qu'elles se menottent l'une l'autre à la place. Après avoir avoué embarrassée qu'elle ne possède pas la clé des menottes, toutes deux décident de se rendre au bureau du comité disciplinaire pour en chercher une. En chemin vers le bureau, elle rencontre Madoka qui y voit un moyen de dissiper la discorde entre elles. Cependant, après avoir entendu la véritable histoire, elle décide de les aider en déverrouillant les menottes. Pour montrer comment déverrouiller les menottes, elle se menotte aussi à Zenkichi, mais réalise vite qu'elle est incapable de les ouvrir, elle non plus. Maintenant, les trois sont coincés ensemble et en se dirigeant vers le bureau, ils ne cessent de croiser des gens que Madoka veut absolument aider. Après avoir fini d'aider les élèves, 2 délinquants armés se révèlent, bien décidés à tabasser Harugan. Tous deux foncent en avant, mais Zenkichi et Madoka s'occupent facilement de ces minables, de ces faiblards. Une fois le combat terminé, Harugan mentionne que si Madoka a pu briser la batte de métal des délinquants, elle pourrait facilement casser les menottes, ce qui la surprend car Madoka n'y avait pas pensé auparavant. La vice-présidente du comité disciplinaire demande à Harugan de livrer des affaires au président du comité, actuellement dans la salle de musique. Au même moment, Hanseld croise Madoka, qui se dirige aussi vers la salle de musique pour régler les problèmes d'insonorisation qu'il rencontre. Elle l'informe en outre que tous les autres membres sont occupés à s'occuper des autres requêtes.
Cela rend Han-seod curieuse de savoir qui prendra le rôle de vice-président au sein du conseil des élèves. Étonnamment, Madoka demande à Han-seod de prendre ce rôle, car ainsi, ils auraient quelqu'un dans l'équipe qui ne la flatte pas et la tient réellement responsable quand elle commet une erreur. Cependant, leur conversation est interrompue par Aragan qui se dirige vers la salle de musique. D'autre part, Hunzen, le président du comité disciplinaire, informe tous les membres du club des plaintes qu'ils ont reçu Le chef du club décide de prendre le gamin perdant à la légère et demande aux membres du club de lui donner des bonbons après s'être excusé de leur erreur. Cependant, son arrogance fait qu'Hunzen lui brise complètement le bras puis s'en prend aux autres membres du club restant. Peu après, Madoka et les autres visitent la salle de musique qui est complètement détruite. Ensuite, Madoka et Hunzen s'affrontent et ils qualifient ces méthodes de naïves, affirmant que les transgresseurs des règles devraient être punis en conséquence. Hunzen essaie de mettre Madoka en colère en l'attaquant avec l'un de ses projectiles. Cependant, elle décide de ne pas se battre et encaisse ses attaques de plein fouet. Pour la provoquer, Hunzen informe Madoka des assassins qu'il a dispersés dans toute l'école pour s'occuper des autres membres du conseil des élèves. Sans perdre plus de temps, Madoka part à la poursuite des assassins après avoir demandé à Hanzo de s'assurer qu'Hunzen reste bien dans la pièce. La raison pour laquelle elle pourra l'arrêter est que le président est absolument puissant face à un élève qui n'a enfreint aucune règle. D'autre part, la première à être attaquée est Magana. Et juste au moment où le Wolverine de Walmart est sur le point de la taillader, Madoka arrive et saute par la fenêtre, l'entraînant avec elle. Tous deux atterrissent sur le tapis de saut en hauteur et Madoka s'enfuit à nouveau après avoir emprunté les pointes et les chaussures du club d'athlétisme. Plus tard, elle grimpe le long du bâtiment de l'école grâce à ses pointes et se dirige vers le prochain assassin. Pendant ce temps, Akun est ciblé par un type ressemblant à un gorille et juste au moment où il est sur le point d'écraser Akun avec un vélo rose, Madoka arrive et vole le vélo pour se diriger vers la prochaine cible. Cependant, les autres membres du comité disciplinaire lui bloquent le passage, mais elle parvient facilement à les dépasser grâce à son vélo rose. D'autre part, Fu emmène Zankichi à l'intérieur du bureau du comité disciplinaire et sort ses lames. Juste au moment où elle est sur le point d'attaquer Zankichi avec sa lame et ses chaînes, Madoka fait irruption dans la pièce et empêche les lames de blesser Zankichi. Elle brise les lames à main nue, faisant réaliser à Fu que Madoka est tout sauf une fille normale, une fille ordinaire. Après que Madoka ait réussi à sauver tout le monde, Zankichi dit à Fu que la présidente du conseil des élèves n'essayait pas vraiment de sauver ses amis, mais plutôt les personnes qui les attaquaient.
Il révèle en outre que les autres membres de l'équipe de natation se soucient de Magana et ne pardonneraient à personne de lui faire du mal. Akune est lui-même une menace et aurait pu facilement s'occuper du type qui essayait de lui faire du mal. De plus, Zenkichi fait savoir à Fu que si l'une de ses chaînes l'avait effleurée, elle ne serait plus debout sur ses deux pieds. Ensuite, Fu explique tout à Hunzen qui quitte la salle de musique après avoir fait un trou dans le mur. De retour dans la salle du conseil des élèves, Madoka montre à tous la balle qu'Hanzen utilise et leur fait savoir pourquoi on peut l'appeler une super balle. Son explication est interrompue par Hanzen qui arrive dans la salle du conseil des élèves et leur fait savoir qu'il a pu apporter quelques modifications à la super balle. Peu après, il disperse les balles nouvellement modifiées sur le sol et dit à Madoka d'accepter les défauts avec leur bon côté si elle compte jouer les saintes nitouches. Il ajoute que même lorsqu'il force les gens à suivre les règles, il n'a jamais cru qu'elles pouvaient changer qui sont les gens, leur nature profonde. Après cette conférence agaçante, Hanzen est sur le point de quitter la pièce quand Madoka remarque quelque chose d'anormal avec la super balle et dit à tout le monde que ce sont des explosifs. Cependant, il est déjà trop tard et les balles explosent. Les autres élèves remarquent aussi l'explosion mais n'y prêtent pas attention après avoir réalisé qu'elle venait du bureau du conseil des élèves, pensant que c'est tout à fait normal pour quelqu'un comme Madoka. Après l'explosion, Hunzen révèle que la veste qu'il porte est faite d'un tissu si avancé qu'elle peut le garder indemne même si un camion le percutait. Cela dit, Hunzen remarque certaines des balles qui n'ont pas explosé et cela lui rappelle comment Madoka a versé de l'eau dessus à la dernière seconde. De plus, la vitre de la fenêtre était déjà brisée avant l'explosion, ce qui lui fait penser que Madoka a dû jeter les autres balles par la fenêtre pour minimiser les dégâts. Enfin, il regarde par la fenêtre et réalise que tous les membres du conseil des élèves sont indemnes. Il s'avère qu'elle a réussi à les enrouler tous dans un tapis pour les protéger des ondes de choc. Hanzen découvre enfin ses véritables pouvoirs, vu tout ce qu'elle a pu accomplir en quelques secondes seulement. Néanmoins, il n'abandonne pas et commence à se moquer de Midaka pour sa faiblesse envers les autres, disant qu'elle ne le combattra toujours pas puisque personne n'a été blessé au final. Cependant, cette fois, Midaka est furieuse et lui dit de se taire, de la fermer. La couleur de ses cheveux change et elle refuse de pardonner à Hunzen ce qu'il a fait. Elle marche vers Hunzen en lui faisant savoir comment un être humain sans valeur comme elle agit lorsqu'il est consumé par la rage. Il essaie toujours de la combattre et sort ses super balles, mais Madoka lui assène un coup de poing avant même qu'il ne puisse les utiliser. La veste censée le protéger d'un camion-ben ne semble pas du tout efficace face à l'attaque de Madoka. Elle le rattrape une fois de plus et prévoit de l'attaquer 3 fois de plus en utilisant toute sa force. Considérant la robustesse de sa veste, Madoka dit à Hanzen que même si elle maîtrise les arts martiaux, elle n'utilisera pas de méthode aussi respectable pour le combattre.
mais laissera plutôt sa rage contrôler le combat. Cependant, il n'est pas effrayé par ces menaces et élabore plutôt un plan pour la combattre. Il se laisse délibérément attaquer par Madoka et s'écrase contre le bâtiment de l'école. D'autre part, Zenkichi se remémore l'époque de Madoka au collège où il y avait un élève nommé Kumagawa. Il possédait toutes les qualités humaines négatives. Faire du mal aux gens lui était aussi facile que de respirer, et il ressemblait plus à un démon qu'à un véritable être humain. Alors que Kumagawa continuait d'attaquer tout le monde, Madoka a fait de son mieux pour le changer, mais a finalement cédé à la rage et a utilisé la force pour le renvoyer de l'école. De retour au présent, Madoka comprend que c'était le plan d'Onzen depuis le début de l'attirer dans le bâtiment de l'école. Il sort à nouveau les super balles et les lance dans toutes les directions. Cependant, Midaka décide de foncer à travers les balles, supportant la douleur qu'elle lui inflige. Plus tard ce jour-là, tous deux rencontrent son frère Maguro. La pièce entière est remplie de photos de Madoka et il semble souffrir d'un grave complexe fraternel. Bien que Madoka soit mal à l'aise, elle parvient à garder son calme et salue son grand frère avec un sourire agréable. Cela pousse Meguro à serrer Madoka dans ses bras, ce qui la rend furieuse. Elle assène alors un coup de poing brutal à son frère. Ce simple coup de poing fait réaliser à son grand frère que sa masse musculaire a diminué, prouvant que Madoka n'est plus en forme. En voyant sa déduction, Zenkichi réalise le pouvoir qu'il détient en tant qu'analyste légendaire. De plus, il félicite également Zenkichi d'avoir tant travaillé et de s'être beaucoup amélioré depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Ceci dit, Madoka demande à Meguro de l'entraîner, mais il refuse, lui faisant savoir qu'elle est déjà assez forte. Cependant, après qu'elle lui ait expliqué ses raisons de vouloir devenir plus puissante, elle l'interroge également sur l'usine Flash. Apparemment, il est un ancien membre du Parti des 13 et faisait partie de l'usine Flash, mais il a décidé de partir et a dû sacrifier un rein, le poumon gauche, 20% de ses muscles cardiaques, 5 artères et veines, son foie, ainsi que les 3/4 de son estomac. C'est le prix qu'il a dû payer juste pour quitter le plan Flasque, c'est pourquoi il possède une bonne quantité d'informations à ce sujet. Cependant, il refuse de dire quoi que ce soit à Madoka car il ne veut pas qu'elle subisse le même sort que lui. Mais cela dit, il est conscient qu'il est impossible d'arrêter une sœur monstrueuse comme elle et souhaite l'aider à atteindre le sommet de sa force. Finalement, elle accepte sa proposition et prévoit d'enquêter seule sur le plan Flash. De plus, Maguro demande à Zenkichi de prendre part à l'entraînement également afin qu'il puisse protéger sa petite sœur adorée. Une fois tout décidé, Maguro leur propose 2 parcours d'entraînement. Le Corso A leur fait ressentir toutes sortes de douleurs et d'épreuves, tandis que le Corso B leur permet de devenir fort après une sieste. Tous deux choisissent le Corso A instantanément et décident de partir sur Tonsan de prendre le chemin difficile. Le lendemain matin, Madoka et Zenkichi rendent visite à Aoto à l'endroit convenu pour leur rendez-vous. Cependant, elle n'a pas l'intention de sortir avec lui et commence à l'interroger sur le plan Flasque. Son attitude le déçoit et il leur ordonne de s'agenouiller, mais les voir résister à ses pouvoirs le surprend. Aoto commence à se diriger vers Madoka pour s'occuper d'elle personnellement, mais Zenkichi se met en travers de son chemin et lui assène un coup de pied au visage, le faisant tomber du toit. Pour vérifier s'il va bien, il regarde en bas et remarque Aoto debout verticalement sur le mur. Finalement, il commence à expliquer le plan Flasque et les informe que le véritable objectif est de créer une potion de génie pour les personnes dont le travail acharné ne porte jamais ses fruits. Cependant, Madoka soutient que le plan Flash n'est pas acceptable compte tenu de ce qu'ils ont fait à son frère après qu'il ait tenté de partir. Aoto est d'accord et leur dit que ce plan exige des sacrifices et prédit que près de 98% des étudiants de l'académie s'effondreront à cause des expériences menées sur eux. Mais Aoto ne se soucie pas de l'expérience car il sera récompensé par 4 des sujets de test réussis et prévoit finalement de faire de Madoka sa femme. Avant de partir, il les informe que le laboratoire du plan Flasque est situé sous la tour où il se trouve et invite Madoka à y faire un tour. Cette conversation leur fait réaliser l'ampleur réelle du plan Flasque et elle décide d'écraser tout ce projet. Plus tard, ce jour-là, tous deux sont au bureau du conseil étudiant et remarquent que toutes les requêtes concernent les nouveaux élèves de la classe 13 qui sèment le désordre. Finalement, elle décide de visiter le laboratoire immédiatement et après être entrés dans la tour, 2 jeunes à l'allure émo les accueillent. Ils se présentent comme les gardiens de cet endroit et leur disent que la seule façon d'ouvrir la porte est d'entrer un mot de passe à 6 chiffres.
Cependant, la chance que cela se produise est d'1 sur 1 million. Elle accepte de jouer à leurs jeux agaçants et parvient à ouvrir la porte du premier coup. Après être entrée dans l'installation, elle dit à Zenkichi de faire de son mieux, alors qu'elle attendra son arrivée. Néanmoins, le perdant commence à paniquer quand les 2 autres membres du conseil étudiant arrivent. Magana tente sa chance et ouvre la porte du premier coup, elle aussi. Les garçons seuls restants, Akun informe Sankichi que la porte est conçue pour Madaka et s'ouvrira avec le prochain chiffre que Madoka aurait choisi, mais Akun préfère une autre méthode et fracasse la bougie sur la porte. Il compte frapper même si ça prend 1 million de coups pour briser la porte. Heureusement, il la brise en 152 coups et il retrouve les filles. Ensuite, les garçons Amo leur offrent le choix, l'ascenseur protégé par un mot de passe ou les escaliers. Pendant ce temps, Akama et Hansod regardent le direct de Madoka et des autres. Hansod avertit son grand-père de ne pas sous-estimer les autres, car ce ne sont pas des étudiants normaux. De son côté, Madoka réalise qu'ils tournent en rond et demande à Magana d'utiliser son astuce du labyrinthe du parc d'attractions. Elle accepte et hurle de toutes ses forces, ce qui vaut au garçon de la taquiner pour être un amplificateur humain. Heureusement, le cri a permis à Madoka de déterminer la disposition de l'étage, comme un sonar de sous-marin. Soudain, ils rencontrent un élève de la classe 13 et les garçons l'attaquent sans perdre une seconde. Cependant, ils les esquivent tous les deux et se dirigent vers Madoka, se présentant comme Shigusa. Il propose à Madoka de l'affronter et elle accepte. Shigusa montre à Madoka la petite clé USB contenant toutes les données de recherche qu'il a recueillies en travaillant sur l'usine de flacons. Peu après, ils prennent tous deux leur position et Madoka permet à Shigusa de faire le premier mouvement. Il la frappe avec son genou, mais elle le bloque facilement. Ensuite, il lui donne un coup de pied et l'envoie voler au loin. Même si Elakula a été touchée, Madoka a quand même réussi à voler la clé USB contenant toutes ses données. Ses mouvements l'ont impressionné et il informe Madoka qu'il était le membre le plus fort de la classe 13. De manière inattendue, il parvient à récupérer la clé USB sans qu'elle le sache. Cela la ravit car si Madoka bat Shigusa, toutes les cibles suivantes seront plus faibles en comparaison. De plus, elle compte découvrir son anomalie et lance toutes les super balles qu'elle a obtenues d'Anzen. Étonnamment, il parvient à les esquiver toutes, ce qui fait réaliser à Madoka que tous ses mouvements sont réflexes. Alors que les humains normaux doivent réfléchir avant d'agir, ses pouvoirs lui permettent de dépasser ce délai, le rendant encore plus rapide. Ensuite, Zenkichi donne à Madoka l'idée d'utiliser des clones et elle essaie, mais il parvient quand même à l'attraper à la fin, lui faisant savoir qu'il l'a eu à la dernière seconde en se fiant uniquement à ses réflexes. Il lui brise alors le bras, mais Madoka ne semble pas déçue, vu qu'elle a réussi à voler la clé USB à nouveau. Cette fois, elle l'enterre dans ses talents, ce qui inquiète Shigusa quant au processus de récupération. Après avoir combattu Madaka un moment, Shigusa émet une théorie. Madaka n'a pas de réflexe et contrôle manuellement chaque partie de son corps. Cela lui permet de contrôler tous ses muscles et de libérer le véritable potentiel de son corps. Ensuite, Shigusa révèle un autre disque de stockage et fait savoir à Madoka que toutes ces données ne peuvent pas être stockées dans la petite clé USB qu'elle possède. Finalement, Madoka décide de prendre ce combat au sérieux et enlève ses chaussures. Zenkichi réalise ce qui va se passer et demande à Akune et Magana de reculer. Madoka commence à sauter et le moment de son atterrissage et le son que Shigusa entend ne sont pas synchronisés. Elle se dirige vers Shigusa et lui assène un coup de poing d'une force terrifiante. Comme il n'y avait pas de son, ses réflexes n'ont pas réagi, l'empêchant d'esquiver. Cependant, ce mouvement a aussi détruit le corps de Midaka. Alors qu'il s'apprête à partir, Shigusa demande à Madoka de se battre encore un peu car elle est le monstre qu'il cherchait à affronter depuis longtemps. Madoka accepte et les deux commencent à se frapper frénétiquement sans esquiver aucun coup. La seule raison pour laquelle Shigusa a rejoint le plan du flacon était de trouver quelqu'un qui pourrait réellement le blesser et il l'a enfin trouvé. Cependant, Madoka commence à manquer d'énergie et termine le combat après lui avoir donné un coup de pied à la tête. Ce mouvement lui fait réaliser que Madoka peut non seulement désactiver ses réflexes, mais aussi les activer quand elle le souhaite. Après avoir vu leur combat, Akama conclut que Kei, qui l'attend au 2e étage, sera un adversaire redoutable vu qu'il a éliminé beaucoup de gens et est recherché comme criminel, les mêmes étrangers que Madoka s'efforcent d'aider et de protéger. Après avoir atteint le 2e étage, ils découvrent tous un décor artificiel. La pression atmosphérique et l'éclairage ont été ajustés pour simuler un environnement extérieur. Soudain, K arrive et leur demande de fermer la porte s'ils comprennent comment fonctionne l'endroit. K leur fait savoir qu'il n'a aucune intention de les arrêter ou de forcer Madoka à rejoindre leur équipe. Madoka accepte son offre et se dirige vers l'étage suivant, mais de manière inattendue, il brandit son épée contre elle. Elle parvient à l'esquiver de justesse, ou cela aurait pu être sa fin. Apparemment, il a maîtrisé l'art de dissimuler des armes sur tout son corps.
Kei leur fait savoir qu'il avait prévu de l'éliminer dès le début et voulait utiliser une stratégie différente vu qu'il n'est pas un combattant à part entière comme Chigusa. De nulle part, Maguro arrive et commence à embêter sa petite sœur, ce qui la met en mode divin et elle le frappe à mort. Ensuite, il demande à Madoka de se reposer un peu et de se concentrer sur ses blessures, tout en demandant à Zenkichi d'affronter l'adversaire cette fois. Il accepte et marche vers l'adversaire, refusant de prendre une arme quand Kei lui en offre une. Peu après, Kei commence le combat en attaquant Zankichi avec une épée, mais il la frappe à main nue, faisant s'envoler l'épée qui se coince au plafond. Kei continue de l'attaquer avec plusieurs épées et Zankichi les envoie toutes voler au loin. Voyant que les épées ne fonctionnent pas, Kei sort 2 marteaux géants et essaie d'écraser Zenkichi, mais il parvient aussi à les lui arracher des mains. Finalement, Kei sort un bâton à pointe et attaque Zenkichi avec. Cependant, il parvient à arrêter l'attaque avec sa chemise et donne un coup de pied à Kei. Cela fait penser à Magana que Zankichi a gagné, mais Maguro y voit le début du vrai combat. Cette fois, Kei sort des pistolets, mais Zankichi les lui arrache instantanément d'un coup de pied et les démonte en 1 seconde. Kei continue de sortir différents types d'armes, mais Zankichi parvient aussi à se défendre à chaque fois. Le voir se battre fait réaliser à Madoka que Zankichi a toujours été à ses côtés pendant 13 ans, c'est pourquoi elle l'aime. En entendant cette déclaration, Akyun est sous le choc, tandis que Magana commence à célébrer cette confession. D'autre part, Ka décide finalement de passer aux explosifs et lui lance des grenades. Voyant qu'elle ne fonctionne pas, il sort alors le lance-roquette, mais Zenkichi le lui arrache encore du pied. Maintenant qu'il n'a plus d'armes, le combat au corps à corps commence et Zenkichi le met facilement à terre. Alors que tout le monde pense que Zenkichi a gagné, il est poignardé par plusieurs épées et tombe au sol, tandis que Kei lui reproche d'avoir baissé sa garde. Madoka, qui pense que Zankichi est fini, commence à pleurer, mais soudain, il se relève. Zankichi confronte Kei pour avoir fait pleurer la bête et il frappe du pied le sol, faisant tomber toutes les épées coincées au plafond sur Ka, le blessant et le piégeant. Maintenant que Ka a perdu la bataille, Akyun prévoit de le livrer à la police, mais ce ne sera pas nécessaire car Ka n'a jamais éliminé personne. Ka révèle qu'il a toujours eu l'envie d'éliminer quiconque il voyait, c'est pourquoi il les effrayait toujours en leur montrant des armes mortelles. Cependant, il voulait quand même avoir des amis, c'est pourquoi il a rejoint l'usine de flacons. À la surprise générale, Kei demande à Zenkichi de devenir son ami et il informe Kei qu'ils sont déjà amis, vu comment ils se sont battus. D'autre part, Akama est surpris après avoir vu les capacités de Zenkichi, ce qu'il met au même niveau qu'un anormal. Après être arrivé au 3e étage, il ne trouve que des animaux des deux côtés. Apparemment, c'est un zoo et Madoka décide avec enthousiasme d'aller caresser tous les animaux. Cependant, son enthousiasme est brisé quand Magana commente à quel point elle n'aime pas les animaux. Une par une, elle critique tous les animaux innocents sur leur apparence, ce qui entraîne une bagarre entre les deux filles. Une chose que Zankichi et Maguro remarquent, c'est qu'aucun des animaux n'a peur de Madoka, contrairement à ceux trouvés à l'extérieur, ce qui les rend méfiants. Pendant ce temps, Akyun erre dans l'étage et rencontre un membre de la classe 13 nommé Yaka, qui est l'actuel superviseur du plan du flacon. Elle demande à Akuna d'emmener ses amis et de quitter cet endroit, mais il refuse, ce qui fait apparaître Itami derrière lui. Toute cette situation lui fait se souvenir de son passé, quand il était une menace complète, quelqu'un qui échappait au professeur et à la police. Cependant, il ne faisait pas tout le sale boulot par envie, le président du conseil étudiant lui donnait des ordres. Un jour, il a demandé à Akun de s'occuper de Madoka et il l'a fait avec succès. Étonnamment, il a vu Madoka revenir à l'école et l'a attaqué à nouveau. Néanmoins, peu importe le nombre de fois qu'il l'attaquait, Madoka revenait toujours le lendemain. Lentement, les gens ont commencé à moins le craindre, lui qui ne pouvait même pas briser une seule fille. Finalement, Zenkichi a découvert ses agissements et est allé s'occuper de lui, mais a été arrêté par Madoka. Elle lui a interdit d'attaquer Akyun et a essayé de le transformer en une meilleure personne. Après que sa vie ait défilé devant ses yeux, Akyun est revenu au présent et a réussi à se défendre de l'attaque d'Itami. La bataille entre Itami et Akyun commence et pendant leur combat, Yaka révèle qu'Itami a une force égale à celle de Chigusa. Akyun décide d'utiliser l'un des mouvements qu'il a appris au judo et commence à se battre avec Itami. Cependant, sa force brute lui permet de se libérer et le coup de pied qu'elle rate finit par détruire le sol, les faisant tous tomber. Apparemment, Itami était une fille très normale, pas anormale au départ, mais elle s'est vite lassée de sa vie normale et a demandé à Yaka de la changer. L'attirance d'Itami pour l'anormal l'a transformée elle-même en anormale. Après avoir atterri à l'étage inférieur, Itami tente un coup de pied, mais cette fois, Akyun l'attrape en plein vol et lui brise la jambe. Cela le fait baisser sa garde et Itami en profite pour lui asséner un coup sur l'épaule. Yaka révèle que l'anomalie d'Itami lui permet de guérir une fracture en moins de 10 secondes.
Alors qu'ils sont sur le point d'en finir avec Akuma, Maguro arrive et commence à inspecter les formes de Yaku. Itami devient furieuse et essaie de l'attaquer, mais pour sa défense, c'est impoli de voir une jolie fille et de ne pas la mater. Maguro fait savoir à Akuna qu'il est tombé sur cet endroit par hasard, mais Yalker refuse de croire cette excuse. Elle pense que les animaux du 3e étage ont piqué sa curiosité, ce qui l'a rendu curieux du superviseur actuel de l'usine de flacons. Cependant, il essaie de rejeter sa compréhension en lui faisant savoir qu'il est un homme cultivé qui sera toujours présent là où il y a des filles en petites culottes. Entendre Maguro parler dégoûte Itami et elle recule tandis que Yaku lui fait savoir qu'elle ne porte rien sous sa chemise. Maguro défie Yaku et lui dit de prouver sa déclaration s'il parvient à montrer que ses compétences sont supérieures aux siennes. Elle accepte et la bataille commence, mais Maguro dit à Akuna de se battre à sa place car il n'est pas fait pour les combats physiques. Itami se jette sur Akuna et le plaque au sol. Maguro aide Akuna en lui enlevant son pantalon, ce qui fait perdre l'attention d'Itami et donne à Akuna la chance de la bloquer au sol. Comme sa fracture osseuse guérit rapidement, il décide de lui disloquer les os au lieu de les briser. Cependant, elle parvient facilement à remettre ses os disloqués et retrouve sa forme habituelle. Pendant ce temps, Yakuza est impressionné par leur détermination et enlève sa chemise comme service spécial. Finalement, Meguro décide de montrer ses capacités à Yakuza et donne à Akune une idée de la façon dont il peut vaincre Itami. Il comprend vite ce que Meguro essaie de lui dire et plaque Itami au sol. Étonnamment, il n'attaque ni ne défend, mais la plaque au sol parce qu'il veut épuiser Itami. Après avoir inspecté tout le combat, Akune a finalement compris que son corps utilise l'énergie à un rythme énorme, ce qui fait de la fatigue sa plus grande faiblesse. Yaka révèle finalement qu'Itami ne peut utiliser toute sa force que pendant 3 minutes. Voyant qu'elle a perdu le défi, Yaka est sur le point d'enlever sa chemise, mais Meguro l'arrête et lui demande d'enlever son masque à la place. Après avoir vu son visage pour la première fois, Itami réfléchit à la raison pour laquelle elle porte un masque alors qu'elle est si belle, tandis qu'Akune réalise que son visage lui rappelle quelqu'un d'autre. Après avoir vu son visage, Meguro demande à Yaku de remettre sa jupe et il se retire du combat. Plus tard, Yaku demande à Akune de laisser partir Itami car ils ont déjà admis leur défaite. Après leur avoir donné les données de recherche, Yaka est sur le point de partir, mais Meguro l'arrête et prononce son vrai nom, qui est Kujira. Cela fait penser à Meguro au passé, à la façon dont la famille Kurikami a un fils et 2 sœurs, dont Madoka. Kujira est l'enfant du milieu et elle est différente de son frère et d'Oshan Madoka dans le domaine de la biologie. Étonnamment, même Zenkechi connaissait maintenant son existence car elle évitait les interactions humaines. Elle restait assise à son bureau toute la journée, loin de tout ce qui pouvait être considéré comme amusant. Selon elle, le bonheur n'était pas quelque chose à espérer car les grandes choses ne viennent que de l'enfer. Kujira suivait ses croyances religieusement et même si ses frères et sœurs l'aimaient inconditionnellement, rien de tout cela n'avait d'importance pour elle. Finalement, elle a quitté la maison et n'est jamais revenue. Cela faisait 6 ans que Meguro l'avait vue pour la dernière fois. Meguro révèle qu'il a tout fait pour la chercher et sa raison de rejoindre le plan du flacon était aussi de la trouver. Selon lui, pas un jour ne s'était écoulé sans qu'il ne pense à Kujira. Sa déclaration la rend folle de joie et elle court vers Meguro juste pour lui injecter une substance. Kujira lui fait savoir qu'il n'a pas besoin de famille, d'amis ou de toutes ces choses heureuses dans sa vie. Cette situation actuelle fait changer d'avis Kujira et elle décide de continuer le plan du flacon. Soudain, le mur se brise et Madoka entre. Elle jette un coup d'œil à Kujira et la reconnaît comme sa sœur aînée. Akune avertit Madoka que Kujira a effacé ses souvenirs et n'est plus la sœur qu'elle connaissait. Avant même que Kujira ne puisse bouger, Madoka la plaque au sol et prend l'injection qu'elle a en main. Apparemment, l'injection que Kujira a donnée à Maguro a le pouvoir de supprimer les anomalies, mais elle n'est pas encore complète. Madoka demande l'antidote à Kujira, mais elle accepte de le donner si Madoka devient son cobaye à la place. Sans perdre une seconde, elle accepte et s'injecte la substance dans le corps. Cela fait perdre connaissance à Madoka. Mais Kujira refuse toujours de donner l'antidote. Alors qu'Itami est sur le point de les attaquer à nouveau, Madoka se relève, bloque l'attaque d'Itami et l'envoie voler. Étonnamment, même après que les effets des anomalies aient quitté son corps, cela n'affecte pas tant Madoka car toutes ses années d'entraînement demeurent. Finalement, Kujira accepte de lui donner l'antidote, mais cette substance lui fait perdre connaissance une fois de plus. Madoka se relève et cette fois, elle semble perdue. Kujira explique que même si l'antidote était le vrai, elle l'avait modifié et transformé en un suppresseur de mémoire. Maintenant que Kujira a dépouillé Madoka de ses pouvoirs et de sa mémoire, elle n'a plus rien pour travailler. Cependant, elle comprend vite que combattre Itami est sa mission et se jette sur elle. Cependant, ce combat a abouti à la victoire écrasante d'Itami. Kujira révèle que son anomalie est revenue car la substance qu'elle lui a donnée était incomplète, mais elle a perdu contre Itami, ce qui montre à quel point sa personnalité soutient son anomalie. Après avoir vu des résultats si intéressants, Kujira est devenue encore plus curieuse et veut voir à quoi ressemble sa sœur, après avoir mis une personnalité différente dans le corps de Madoka. Apparemment, le seul qui peut accomplir une telle tâche est le roi auto-proclamé Uto.
Pendant que Kujira remet son masque pour cacher son visage laid, les plus 6 arrivent et proposent de les aider à battre les intrus. D'autre part, Akuma rencontre Zenkichi et est furieux après avoir entendu son plan de donner la priorité aux autres étudiants sur Madoka. Soudain, tout le comité disciplinaire ainsi que Nakomi et les membres de la classe 13 qu'ils ont battus viennent à leur aide. Apparemment, Hansod avait annoncé leur défaite embarrassante sur Twitter, ce qui a permis à tout le monde de se rassembler ici. Ils prévoient tous de tout donner pour sauver Madoka. Nakomi informe tout le monde de l'ascenseur qui les mènera au 13e étage. Madoka est maintenant entre les mains d'Oto et il prévoit de lui donner un cœur maléfique qui conviendra à quelqu'un qu'il pourra appeler sa femme. D'autre part, ils appuient sur le bouton de l'ascenseur, mais malheureusement, les plus 6 arrivent. Voyant qu'ils sont dans une impasse, Unzen dit à Zenkichi d'emmener les autres membres du conseil étudiant au 13e étage pendant qu'ils essayent de retenir les plus 6. Quand les faibles partent enfin, la bataille commence et Yutori utilise ses cheveux pour restreindre les mouvements de tous. Heureusement, Kei utilise son épée et coupe ses cheveux, libérant tout le monde de son emprise. Ensuite, il prend une arme et vide toutes les balles, juste pour avoir une visée de Stormtrooper et rater chacune d'elles. Pendant que tout le monde se bat, Unzen et Nakomi se détendent à l'arrière et surveillent Gunki et Hamiya, qui sont censés être d'un niveau de force différent. Pendant ce temps, Zenkichi et les autres atteignent enfin le 13e étage et rencontrent Yukuhashi. Il les informe qu'Aotu est actuellement occupé à faire un lavage de cerveau et aura fini dans 15 minutes. Alors que Zenkichi est sur le point d'attaquer, lui et les autres tombent au sol à cause du gaz soporifique. Cependant, Magana est la seule à ne pas être affectée, car en tant que membre de l'équipe de natation, elle peut retenir beaucoup de souffle dans sa bouche. Yukuhashi commence à la rendre folle en insultant Madaka, ce qui fait hurler Magana et son cri crée une onde de choc suffisante pour projeter Yukuhashi contre le mur. Cependant, à cause de ses cris, tout l'air qu'elle avait stocké s'échappe et elle commence à avoir sommeil. Mais elle s'arrache un ongle et se force à rester éveillée. Magana informe Yukuhashi que même si elle se considère comme une compétitrice plutôt qu'une combattante, elle est prête à se battre si c'est pour une amie. Elle hurle une fois de plus, ce qui brise tout le verre présent dans la pièce. Yukuhashi révèle aussi qu'il a la capacité de lire dans les pensées, c'est pourquoi il est toujours au courant de ce qu'elle a prévu. Elle s'arrache un autre ongle et Yukuhashi la prend pour une folle, se souvenant des jours où il luttait à cause de ses pouvoirs. C'est alors qu'il a rencontré Odeo qui l'a recruté. Retour au présent, Magano décide de ne pas réfléchir et d'agir sur un coup de tête pour déjouer sa capacité à lire dans les pensées. Cette fois, elle hurle en regardant le plafond, ce qui fait tomber tous les débris sur elle, la blessant gravement. Cependant, cela blesse aussi Yukuhashi d'une certaine manière. La seule raison pour laquelle Magana a fait cela, c'est parce qu'elle a réalisé que Yukuhashi pouvait ressentir tout ce qu'elle pensait, y compris la douleur et la souffrance qu'elle endurait. Finalement, Magana comprend que la seule raison pour laquelle il a utilisé du gaz soporifique était de s'assurer qu'il ne pouvait pas se battre car il ne sait pas vraiment comment blesser les gens non plus. Elle le qualifie de membre le plus gentil du groupe des 13 et lui demande son aide pour sauver Madoka. Comme il peut ressentir ses pensées sincères et honnêtes, il commence à être persuadé, mais Ao arrive au même moment. Son arrivée ramène Yukuhashi à la raison et il retourne aux côtés d'Ao. Ao informe Magana que le lavage de cerveau de Madoka est terminé. Il commence par faire agenouiller Magana devant lui et utilise ses capacités pour l'écraser sous les décombres. Heureusement, Zenkichi est arrivé au bon moment et a sauvé Magana avant qu'elle ne soit écrasée à mort. Simultanément, Akune restreint les mouvements d'Odeo en l'étranglant. Cependant, Akune utilise son électricité pour attaquer Akune et ses mots lourds de sens pour faire étrangler Magana par Zankichi. Maguro, présent sur les lieux, révèle que les pouvoirs d'Akune lui permettent de contrôler l'esprit des autres. Néanmoins, Zankichi parvient à se libérer du pouvoir de ses mots lourds de sens et confronte Aoto pour le lavage de cerveau de Madoka, mais Aoto soutient que Zenkichi essayait de faire la même chose en espérant que Madoka abandonnerait sa personnalité vertueuse pour vivre une vie normale. Zenkichi répond qu'il ne s'abaissera jamais à la manipuler quand soudain Madaka fait son apparition. Elle annonce qu'elle n'est plus Madaka Kurikami, mais Madaka Kurikami révisée. Madaka révèle qu'elle n'est plus la même personne qu'avant et que sa version précédente n'existe plus. Oto commente qu'elle a été manipulée, mais selon Madaka, ce n'est pas le cas. Elle a seulement retrouvé ses esprits. Elle annonce que le conseil étudiant aidera au plan de la fiole et qu'elle rejoindra le groupe des 13. De plus, elle révèle que sa véritable mission est de réaliser l'être suprême qu'elle est et qu'elle ne se soucie pas d'aider les autres. Ils essaient tous de la ramener à la raison, mais cela ne fonctionne pas et elle finit par renvoyer tout le monde du conseil étudiant. Cependant, Zenkichi et les autres ne sont pas encore prêts à quitter le conseil étudiant et se mettent en travers de son chemin, lui faisant savoir qu'ils n'abandonneront pas si facilement. Madoka utilise le pouvoir des mots lourds de sens et leur ordonne de s'agenouiller devant elle. Maguro commence à parler à Madoka et lui fait savoir qu'elle n'a pas du tout allégé son fardeau, étant donné qu'elle pleure imperceptiblement. Soudain, Zenkichi parvient à se libérer du pouvoir des mots lourds de sens et assène un coup de pied à Madoka. Il dit à la version révisée qu'il la vaincra et ramènera la Madoka originale. Un combat acharné entre les deux commence.
Pendant leur combat, on constate qu'un perdant agaçant comme Zenkichi ne plie jamais, peu importe le nombre de coups qu'il reçoit. Leur combat rappelle à Madoka ses souvenirs passés quand elle a été emmenée chez les Kurokami après le décès de sa mère. Même si elle n'était qu'un nourrisson, Madoka a passé 3 mois à lire tous les livres présents dans la bibliothèque. Finalement, un mathématicien lui a donné un problème très difficile à résoudre et elle l'a résolu instantanément. Cela l'a laissé sous le choc et il a fini par abandonner son travail. Cependant, ce mathématicien n'était pas la seule victime car beaucoup d'autres l'ont été. Sont venus et ont été vaincus par un enfant, littéralement un tout petit. Cela l'a amené à se demander la raison profonde de sa venue en ce monde. À l'âge de 2 ans, elle fut conduite dans un hôpital spécialement conçu pour les enfants anormaux, tout comme elle. Là-bas, elle fit la rencontre d'un véritable raté, incapable de résoudre le plus simple des puzzles pour enfants. Elle les résolut tous, un par un pour lui, et il en fut absolument ravi. Finalement, elle lui demanda aussi la raison d'être de son existence et il lui répondit que c'était pour rendre les autres heureux, tout simplement. Ce fut la toute première fois qu'elle se découvrit elle-même et qu'elle trouva un sens profond à sa propre existence. De retour au présent, elle frappe Zenkichi d'un coup d'une brutalité inouïe, tout en pensant que les souvenirs du passé ne changent absolument rien à la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle l'abat, lui faisant bien comprendre qu'elle n'a plus besoin du but qu'il lui avait donné il y a de cela 13 longues années. Au moment même où elle commence à étrangler Zenkichi, lui ôtant la vie, il lui fait savoir qu'il croit toujours fermement en ce qu'il lui avait dit 13 ans auparavant. Cela la fait hurler de douleur et Aoto réalise alors qu'elle tente de se laver le cerveau et que son propre cerveau pourrait bien fondre car c'est un processus extrêmement dangereux. Heureusement, Zenkichi l'arrête en plein milieu et lui fait comprendre qu'elle n'a absolument pas besoin de faire marche arrière si le processus est à ce point douloureux. Ces paroles bienveillantes ramènent l'ancienne Madoka et elle annonce alors que la raison pour laquelle elle est née est d'aider les étrangers, tout simplement. Elle informe Aoto qu'elle va détruire le plan de la fiole et ce faisant rendre tout le monde heureux. Voyant que Madoka a retrouvé tous ses esprits, Aoto révèle un escalier et souhaite régler les choses dans les profondeurs les plus basses. Après avoir descendu les marches, ils atteignent enfin la salle de contrôle où pas moins de 131 313 superordinateurs sont présents, fonctionnant sans relâche 24 heures sur 24 et 365 jours par an, sans interruption. Ikuhashi révèle qu'Aoto est celui qui contrôle absolument tous les superordinateurs et mène des recherches approfondies sur l'anormalité. Cela fait prendre conscience à Madoka que vaincre Aoto résoudra tous leurs problèmes et mettra fin au plan de la fiole une bonne fois pour toutes. Selon Aoto, toutes les personnes seront parfaitement heureuses si le plan de la fiole est un succès retentissant, étant donné qu'elles seront parfaites et n'auront plus du tout besoin de son aide. Cependant, Madoka soutient avec force que créer un être humain parfait est tout simplement impossible et qu'un humain ne peut être parfait s'il lui manque justement l'imperfection. Itami entre dans une fureur noire et projette de combattre Madoka, mais Aoto l'arrête net et commence à lui voler son anormalité en utilisant ses propres pouvoirs. Il révèle qu'il est capable d'utiliser commence à saigner abondamment et se trouve au bord de la mort à l'agonie. Yaka se met à pleurer à chaudes larmes avec ses pouvoirs absolument tout ce qu'elle a pu faire. Elle demande à Miguro de la sauver, lui offrant de faire tout ce qu'il désire en échange de son aide. Pendant ce temps, Madoka se relève et passe en mode dieu de la guerre, attaquant Aoto et le projetant violemment au loin, le faisant s'écraser. Cela rappelle à Aoto ses jours d'enfance, le moment précis où il a découvert ses pouvoirs anormaux. Il souhaitait utiliser ses pouvoirs pour régner sa maison après avoir réalisé dans le but que ses parents pourraient et le bien tenter de le contrôler entier. Une fois qu'ils auraient toujours utilisé ses capacités pour en apprendre davantage sur elle. Madoka entre dans un mode encore plus dangereux et ses cheveux jamais passent du rose au noir cette fois-ci sur d'autres personnes. La bataille commence. Cependant, personne ne sait absolument ce qu'Aoto en un instant comme par magie pendant ces 3 années à tout le monde avant d'arriver à leur école noire est appelé Dieu altéré, ce qui lui permet de se contrôler parfaitement et d'utiliser 120% de ses pouvoirs. Après avoir constaté qu'Aoto ne peut absolument pas comprendre l'anormalité des vient d'entendre, mais Madoka lui permet de lui voler son anormalité sans aucune retenue. Sans la moindre hésitation, il tente de lui dérober ses pouvoirs, annonce qu'il ne prétend absolument plus d'être le roi et décide d'abandonner définitivement le plan de la fiole une fois pour plus profond de son cœur. Il promet de s'assurer qu'Itami survive et qu'il hurler le jeune homme et pour ce fameux plan de la fiole. Toute sa détermination, en fin de compte, il jure de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs et de ne plus jamais commettre le moindre acte maléfique, quel qu'il soit. Cependant, Madoka n'est toujours pas satisfaite et ordonne à Aoto au plan de la fiole, car le président n'aurait peut-être pas abandonné si facilement. Il fallait s'en assurer. Pendant qu'il détruisait toutes les recherches, Zenkichi réfléchit à la facilité avec laquelle Madoka a pardonné à Aoto, car lui l'aurait peut-être envoyé valser sans même lui laisser la moindre chance de s'excuser. Après avoir terminé tout leur travail, ils montent tous dans l'ascenseur et Madoka demande à Aoto d'utiliser ses paroles lourdes de sens pour s'occuper de tous ceux qui se battent à l'étage supérieur au-dessus d'eux. Il accepte, mais tout le monde est laissé sous Kumagawa apparaît entièrement couvert de sang, ce qui indique clairement qu'il est le seul et unique responsable de tout ce chaos, de cette boucherie. C'était donc tout à propos de notre gentil président du conseil étudiant. Madoka va-t-elle se battre et remporter une victoire éclatante contre Kumagawa cette fois-ci? Commentez Madoka ci-dessous et faites-nous savoir si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a plu.
Abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de résumés riches en rebondissements et en intrigues passionnantes.